L'été dernier, je suis allée visiter les jardins de la sœur d'une amie à Métis-sur-Mer. J'ai trouvé ça fascinant de l'écouter me raconter les histoires et les usages insoupçonnés de l'achillée millefeuille, de la mélisse, du cosmos sulfureux, toutes ces fleurs et plantes dont je connaissais rien du tout. Mon invitée d'aujourd'hui, Anaïs Barbeau-Lavalette, a décidé de donner des voix et des noms aux fleurs qui poussent sur notre territoire dans un livre qui s'intitule Nos fleurs. Vous écoutez un balado de Dehors, la branche plein air d'Urbania, animée par moi-même, sa chef de contenu, Sarah Buzel. Merci Anaïs d'être ici. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Dans ce livre-là, tu donnes une voix à chacune des fleurs qui peuplent le territoire du Québec. Est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste le livre? Oui, mais en fait, d'abord, c'était vraiment un délicieux plaisir de me mettre dans la peau de chaque fleur, parce que comme tu le dis bien, les fleurs sont écrites au « je ». Donc, c'est vraiment... Puis je trouve que, tu sais, chaque fleur, t'en as rencontré, là, ont vraiment des personnalités comme les humains, là, tu sais. Il y en a des fleurs que tu croises, bon, elles ont l'air un peu timides, d'autres, c'est vraiment des reines, tu sais, elles ont beaucoup de panache, on dirait qu'elles pourraient t'engueuler. Il y en a, tu sais, je trouve qu'ils ont vraiment chacune une personnalité quand tu t'intéresses à elles, mais même si tu les connais pas encore puis que tu les regardes dans leur type de présence, elles ont une personnalité. Fait que de me mettre dans leur peau, c'était vraiment, vraiment un grand, grand plaisir. Tu sais, c'était comme une nouvelle façon de rencontrer la flore. Donc, ce livre-là, bien, comme tu l'as dit, c'est un livre sur les fleurs du territoire québécois. C'est un livre qui n'est pas... c'est pas une sélection scientifique. Un biologiste nous dirait, mais pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? Mm-hmm. C'est vraiment des kicks, des coups de cœur. On a des histoires, et l'illustratrice Mathilde Cinq-Mars et moi, on a des histoires intimes, des histoires de famille, reliées des fois à certaines fleurs. Donc, on leur a fait honneur dans le livre. Donc, c'est comme une sélection amoureuse des fleurs qu'on préfère. Il y a mes textes au jeu, donc, puis il y a les super belles illustrations de Mathilde, qui est vraiment une illustratrice hors pair, avec qui j'avais déjà fait Nos héroïnes, un album sur les grandes femmes du Québec. Puis tu dis que les fleurs ont fait partie de ta vie. De quelle manière elles l'ont habité? Bien, en fait, depuis toute petite, moi, j'ai un pied à la campagne, même, je dirais 2 pieds, un cœur, un corps au complet, là, tu sais, ça a toujours fait partie de ma vie, le territoire rural. J'habite en ville, mais c'est ça, mes parents ont toujours préservé un lien avec la campagne, puis à l'âge de 10 ans, eux se sont achetés une maison dans les cantons de l'Est, que j'appelle la Maison Rouge, dans mon livre, mon roman « Femme-forêt ». Mm-hmm. Puis, un peu plus tard, en vieillissant, j'ai acheté la maison voisine, qui est une vieille maison ancestrale là, de la fin du 19e siècle, qui est la Maison Bleue. Et c'est dans une vallée, donc dans les cantons de l'Est, qui est reliée à une zone écologique protégée, une des plus grandes zones écologiques protégées à l'Est du Canada. T'sais, te dire à quel point le territoire est richissime, là. C'est la vallée Ruyter, là, pour la nommer. Donc, okay. Il y a des sentiers, on peut aller se promener. Puis, donc, depuis toute petite, je côtoie ce territoire-là. Et donc, ces arbres et ces plantes et tout ce qui y pousse et ces fleurs. Puis autour de la Maison Bleue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fleurs parce qu'il y avait une vieille dame qui habitait là avant nous, qui a élevé ses 4 enfants-là, puis qui a vraiment pris soin d'aimer tout ce qui poussait, qui a encouragé d'ailleurs la pousse de plusieurs fleurs indigènes et non indigènes. Donc, ça fait que, je sais pas, autour, c'est naturellement super riche. Mm-hmm. Mais ça m'a pris du temps avant de me pencher sur l'identité de chacune de ces fleurs-là, tu sais. Longtemps, ça a été un bloc, la nature, que j'aimais, ce grand bloc-là, mais quand je me suis rendu compte que quand on le décortiquait, ce bloc-là, il était tellement émouvant parce qu'il regorgeait de milliards d'identités magnifiques. Tu sais, à partir du moment où tu sais nommer les fleurs, c'est comme les gens, tu les rencontres mieux, tu les aimes mieux, donc tu en prends beaucoup mieux soin. Mais oui. Fait que c'était ça l'élan premier, en fait, pour écrire Nos fleurs. Mm-hmm. C'était vraiment un désir qu'on puisse rencontrer, nommer, reconnaître la fleur. À partir du moment où on sait la reconnaître, ben on en prend mieux soin, on la protège, tu sais, c'est naturel, là, c'est ça, c'est comme les gens. Ben oui. Puis tu parles beaucoup, justement, de résistance dans ton livre. Tu dis que de connaître les fleurs, de savoir les nommer, justement, c'est un outil de résistance. Puis moi, je me demande, de résistance contre quoi? Contre la fin du monde, contre l'effritement de l'espoir, contre la catastrophe climatique, évidemment. Moi, je cherche tout le temps qu'est-ce que je peux faire avec les outils qui sont les miens. Donc, tu sais, je fais des films, j'écris des livres. C'est ça, mes outils, les images et les mots. Tu sais,
pour moi, écrire un livre sur les fleurs, c'est une façon joyeuse de résister parce que je pense qu'effectivement, ça commence par là. À partir du moment où on sait nommer ce qui nous entoure, on le célèbre, on en prend soin, on se met quelque part même sur un pied d'égalité avec ce territoire-là. Puis moi, pour moi, c'est vraiment actif, là, je veux dire. J'écris ça, oui, c'est beau, c'est poétique, c'est des histoires que j'ai envie de lire moi-même, mais aussi de partager avec mes enfants, de fabriquer des humains qui, naturellement, en grandissant, vont savoir reconnaître la myosotis, la chenille millefeuille, l'asclépiade, vont connaître non seulement d'où vient le nom de ces fleurs-là, mais c'est quoi leur propriété, puis pourquoi il faut en prendre soin, puis pourquoi elles sont extrêmement précieuses, voire même intelligentes. Les fleurs sont intelligentes. Oui. Fait que, tu sais, de pouvoir semer ça dans un livre avec des mots, pour moi, c'est un acte de résistance très concret par rapport à l'état du monde actuel, en fait. Puis un acte de résistance aussi un peu peut-être contre la modernisation de tout ça, parce que je pense à l'Achillée millefeuille, la sœur de mon amie me l'avait décrite comme étant une pharmacie dans une fleur, justement, parce que cette fleur-là, elle permet de guérir toutes les blessures, puis tu le disais aussi, tu sais, durant la Première Guerre mondiale, les soldats utilisaient ça pour guérir leurs blessures, fait que c'est peut-être un moyen aussi de se guérir autrement ou de... Mais bien sûr, on a tellement balayé ça radicalement du revers de la main. Tu sais, il y a des milliards de solutions à portée de main, puis tu sais, on est là vraiment accro à tout ce qui est prescription, puis mais le territoire regorge de solutions. Je dis pas que tout est là, mais il y a 1000 solutions qu'on a radicalement jetées, là. C'est vraiment une tragédie, je pense, là. Le savoir autochtone, tu sais... a été balayé avec les fleurs et les plantes qui allaient avec. Puis je pense que ça nous appartient aussi de réparer tout ça, là. Mais oui, fait que ce livre, est-ce que c'était un moyen aussi de ramener ce savoir ancestral-là au premier plan? Bien, ça en fait partie. Ça fait partie de l'élan. Tu sais, je suis loin d'être une pro, là. Tu sais, moi, je reste une autrice, une femme, une mère qui a envie de mettre mes mots au service de cette grande, grande beauté-là. Mais oui, en écrivant, moi, j'ai appris plein de choses, puis j'ai essayé que ce savoir-là soit présent dans le livre. Tu sais, c'est pas un livre académique. T'as pas l'impression d'être en train d'être assis dans un cours d'horticulture ou de botanique, là, tu sais, quand tu lis le livre, il y a quelque chose de très poétique, mais je tenais quand même vraiment à ce qu'on puisse reconnaître les fleurs. C'est pas des photos, c'est des dessins, mais Mathilde a vraiment pris soin que les dessins soient précis, puis qu'on puisse les identifier facilement, puis aussi qu'à la lecture du texte, on apprenne des choses, qu'on en ressorte quand même plus avisé, là, tu sais, sur toutes ces fleurs-là. Ben oui, puis c'est des manières plus imagées de les décrire, mais de voir aussi leur utilité envers nous. Tu sais, je pense à ces dessins, la mousse, c'est un enfant. Donc, tu sais, elle a vraiment personnifié les fleurs pour leur donner les personnalités que vous imaginez qu'elles ont. Oui, ça, c'est très beau aussi. Tu sais, je disais que j'ai écrit les fleurs au jeu, mais elle aussi, elle a vraiment donné une personnalité à chaque fleur. Effectivement, il y a autour de chaque fleur, il y a un personnage. Puis ces personnages sont vraiment multiples aussi, tu sais. Il y a vraiment de tous les genres, de toutes les nationalités, de tous les âges. C'est très beau aussi, l'espèce d'étalage de possible qu'elle a rendu avec ses personnages. Puis toi, est-ce que tu en connaissais beaucoup sur les fleurs avant d'écrire ce livre-là? Comment tu as fait pour te renseigner assez pour leur donner des personnalités comme tu le fais? Bon, d'abord, je les ai regardés parce qu'il y en a beaucoup qui m'entourent. Il y a vraiment puis ça fait vraiment partie du grand, grand plaisir, donc de prendre le temps de regarder, tu sais, déguiser son regard sur ce qui nous entoure. Puis je le fais quand j'écris, mais je souhaite toujours que ça puisse durer après aussi, tu sais. C'est vraiment, ça change la qualité de vie, là, quand on prend le temps de regarder ce qu'il y a autour. Oui. Après, évidemment, j'ai été nourrie par des recherchistes, mais j'ai aussi fait affaire avec un biologiste extraordinaire qui s'appelle Ludovic Jolicoeur, qui a un nom parfait d'ailleurs. Oui. Puis lui, c'était beau parce que, bon, il les connaît tous. Moi, ça me fait complètement halluciner quelqu'un dont c'est le métier, là, tu sais. Il les connaît toutes les fleurs et puis il m'en parle comme de sa gang, là, tu sais. Puis il peut aussi dire, ce qui est très intéressant, puis j'ai gardé ces informations-là à la fin du livre, quelles fleurs sont indigènes, donc quelles fleurs sont natives du territoire québécois, ont toujours été là, et quelles fleurs ont été importées, parfois il y a des centaines d'années. Donc, puis là, on est surpris parce que, tu sais, on se dit, par exemple, je sais pas moi, l'asclépiade, le pissenlit, elles font partie de nos vies depuis toujours, c'est des fleurs sauvages. Voire même, on les appelle à grand, grand tort des mauvaises herbes, alors que si on savait tout ce qu'elles peuvent nous apporter, on se mordrait la langue. Mais non, c'est ça. Il y en a qu'on appelle indigènes qui sont arrivés ici il y a des centaines d'années, tu sais.
puis qu'elles ne sont pas indigènes, elles viennent donc d'ailleurs, puis elles ont été apprivoisées par le territoire. Puis il y en a d'autres, effectivement, qui sont plus récentes, mais qui vont éventuellement devenir des fleurs indigènes. Bien, toute cette précision-là, ça peut être académiquement un petit peu lourd, là. Je ne l'ai pas comme trop... Ça reste quand même un livre pour les novices, là. Puis, oui. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup, fait qu'à la fin, j'ai quand même gardé ces précisions-là. Puis, sur quelle fleur est-ce que tu as préféré apprendre? Il y a des fleurs avec lesquelles j'ai un lien profond, tu sais, qui font vraiment partie de ma vie depuis longtemps. Exemple, l'asclépiade. Derrière chez moi, j'ai un champ d'asclépiade à la campagne, un champ. Wow. Et c'est une fleur en voie de disparition, l'asclépiade. On sait que c'est elle qui... La chenille se nourrit de ses feuilles. La chenille du monarque se nourrit de ses feuilles. Donc, c'est grâce à l'asclépiade que le monarque survit. On en a beaucoup entendu parler pour ça. Là. Il faut ressemer des graines d'asclépiade pour préserver le monarque. Mais elle a beaucoup d'autres vertus, tu sais. Asclépiade, ça vient d'Asclépios, qui est un médecin grec. Les femmes autochtones, à l'époque, se servaient de la tige de l'asclépiade pour former un arc à flèche. Ah ouais! Il y a la sève, ce qui est un peu collante, on s'en servait avec l'espèce d'intérieur doux. Tu sais, il y a des cocons à l'automne pour rembourrer les gilets de sauvetage pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y avait des cueilleurs, des cueilleuses qui prenaient la soie d'asclépiade puis qui en faisaient des gilets de sauvetage. Donc, grâce à elle, il y a des morts qui n'ont pas eu lieu parce qu'elle a sauvé des vies carrément. Donc, toutes ces histoires-là, tu sais, ça, c'en est une, mais il y en a 1000. Là, tu sais, chaque fleur a souvent des histoires comme ça, tu sais, qui sont vraiment géniales pour quelqu'un qui aime écrire parce que tu pourrais écrire un livre complet à partir de ces histoires-là, tu sais. Ben, c'est ce que tu as fait. Ben oui, effectivement, c'est ça que j'ai fait. Mais je veux dire, un livre au complet juste sur une fleur, tu sais, c'est ça. C'est tellement riche. Mais c'est très imagé aussi, là, d'imaginer des soldats qui survivent grâce à l'asclépiade. Mais on peut faire aussi des vêtements, non? Oui, on peut faire des vêtements. Ben oui, de plus en plus, il y a des compagnies québécoises, d'ailleurs, qui se réapproprient ça parce qu'on importait du coton et tout ça. Mais maintenant, il y a des compagnies qui font des mitaines, des foulards, même des manteaux, parce que ça a vraiment la capacité de garder au chaud, là. Il y a même des gangs qui ont été escaladés des hauts sommets puis qui ont troqué leur manteau habituel pour des manteaux faits ici qui sont faits avec de l'asclépiade. Donc, c'est des petites entreprises locales là, qui sont en train de prendre leur envol grâce à cette plante-là. Ça marche. Fou. Moi, j'ai la mitaine, c'est super chaud. Ouais. C'est fou. Puis là, cette plante-là est en voie de disparition sur notre territoire. Bien, le truc, là, on a quand même un problème avec la notion de mauvaise herbe. Là. Moi, je trouve ça quand même tragique c'est en train d'être réhabilité, là. C'est vraiment par ignorance, là. L'asclépiade, on dit que c'est une mauvaise herbe. Le mélilo, autre plante que j'adore. On a une tradition avec mes enfants maintenant, on va cueillir le mélilo, mais tu sais, le mélilo, il pousse partout. Il pousse, oui, à la campagne, mais il pousse en bordure d'autoroute. Il pousse dans un crack de rue quand on se rend à l'école. Il y a du mélilo, on le voit, c'est une petite fleur vraiment, une longue tige avec des toutes petites fleurs blanches, là, très, très délicates. Mais tu sais, on la nomme mauvaise herbe, mais c'est notre vanille boréale, là. Nous, on exporte de la vanille de Madagascar à grand coût, alors que le mélilo, on le cueille en été, on le fait sécher l'automne, macérer dans de l'alcool entre 60 et 90 %. Puis après ça, on met dans une petite... après quelques mois de macération, on met dans une petite fiole, puis ça fait de l'essence de mélilo. Nous, on n'utilise que ça maintenant, on n'utilise plus de vanille. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Ça a un goût vraiment singulier, parfumé, c'est trop bon. Oui, mais c'est ça que ça aide aussi de connaître notre territoire, d'essayer de trouver des nouvelles saveurs ou des manières de reproduire des saveurs qu'on importe d'ailleurs. Là, je suis allée à la maison de Thomas, je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est près de Mont-Tremblant, c'est comme une ferme qui ont aussi un restaurant et une table gastronomique, fait qu'ils font toutes leurs recettes à partir de ce qu'ils cultivent sur place. Puis on faisait le tour avec les propriétaires, puis ils me montrent des mini fleurs jaunes par terre. Là, c'est même pas des fleurs, c'est comme des petites boules jaunes. Puis il me dit, frotte-le, puis sens ton doigt, tu vas voir, ça sent l'ananas. OK. Puis là, en effet, ça sentait l'ananas, puis eux, ils faisaient leur cocktail avec ça. Wow. Au lieu d'importer
des ananas ou de faire Puis du comment sirop ça avec s'appelait, ça. cette plante-là, t'en rappelles-tu? Je ne me rappelle pas, Ah, mais malheureusement. non, mais c'est pas bonne mémoire grave. pour les noms. T'as mémoire de l'odeur. Oui. Après ça, c'est le petit step de retracer c'était quoi la fleur. Mais, Oui. mais non, mais t'as raison, c'est fou à quel point c'est un savoir... J'aime pas ça de dire qu'on est ignorant. Je me dis, c'est un savoir à se réapproprier. Tu sais, c'est plus actif de le dire de même. Ben oui, mais c'est un savoir qu'on a perdu au fil des années aussi. Ouais. Là. Puis toi, justement, tu t'en parles souvent ou t'en as parlé dans ton livre « Femme-forêt » du fait que t'es retournée vers le territoire québécois, retournée vers la nature avec la pandémie surtout. Comment ça s'est opéré, ce retour-là, pour toi? Bien, en fait, c'est-à-dire j'ai jamais été déracinée parce que j'ai toujours eu un ancrage dans la campagne, donc hors la ville. Mais la pandémie, comme plusieurs, nous a comme bousculés dans nos habitudes. Puis nous, en fait, le choix qu'on a fait, c'est de s'exiler de la ville avec les enfants. Puis nous, on partage une vieille maison de campagne avec des amis. Donc, on était deux couples, chacun avec nos enfants. Fait qu'on était 9 dans une très vieille maison de bois qui laisse passer le froid et les insectes et les petites bêtes. Mais ça a fait que... Ça a été presque un an. On a vraiment étiré ça parce que les écoles n'ouvraient pas. On a fait l'école à la maison, mais à un moment donné, les mathématiques, c'était limité. Oui. Donc, on a décidé de faire des cours d'apprentissage de ce qui pousse. T'sais. Moi, je me suis dit, OK, je partais, puis je le raconte un peu dans Femme-forêt, je partais avec les 5 enfants qui étaient âgés de 4 à 12 ans. Puis on allait apprendre à nommer une fois les conifères, une fois quand le printemps est arrivé, donc on s'intéressait aux feuillus, à ce qui pousse. Mais c'est vraiment à travers les enfants qui sont des éponges puis qui peuvent tout apprendre comme ça que je me suis dit, mais mon Dieu, que je suis analphabète d'un territoire que je côtoie depuis tellement longtemps. Comment ça se fait que j'ai quand même une grande capacité d'apprentissage comme tout le monde. Puis ça, je me suis jamais penchée là-dessus alors que c'est extrêmement valorisant de le savoir. Puis, tu sais, c'est pas la tête qui s'élargit quand tu apprends ça, c'est tout ton être au complet. Tu sais, je me sens beaucoup plus liée, beaucoup plus proche du territoire depuis que je connais ces multiples identités. Puis là, j'arrêterai plus jamais, tu sais. C'est comme n'importe quoi. Quand tu commences à apprendre, tu te rends compte à quel point t'es ignorant. Fait que tu continues. Oui. Puis ça te donne des choses à regarder aussi. Quand tu commences à nommer, que tu commences à t'intéresser, bien là, c'est infini ce que tu peux nommer, étudier, regarder. Complètement. Oui, c'est clair. Là, je me dis, mon prochain chapitre, ce serait sans doute les mousses, la mousse des bois et les bryophytes. Je me suis rendu compte que il y en a encore là plusieurs sortes qui ont des noms d'une poésie incroyable, genre gnome discret. Oui, je te jure, ils ont des noms, tu sais, t'as le goût de te coucher dessus, là, tu sais, c'est trop joli, là. Fait que j'ai vu qu'il y avait une petite communauté de geeks de la mousse des bois au Québec. Et ça, je me dis, là, je suis vraiment néophyte, mais ça m'intéresse aussi. Mais effectivement, c'est sans fin, là, tu sais. Oui, ou toutes les histoires qu'on raconte. Parler de mousse, ça me fait penser, quand j'étais dans les scouts, quand j'étais plus jeune, nos monitrices nous disaient que la mousse sur les roches, c'était des gnomes endormis. Que quand ils nous voyaient, ils s'endormaient puis ils devenaient de la mousse. C'est beau. Puis que là, ils se réveillaient quand nous, on partait. C'est peut-être même pas faux. Oui, mais ça, puis c'est des histoires aussi qu'ils nous racontaient pour qu'on n'y touche pas. Ah oui, ben oui. Parce que c'était des c'est précieux. Qui dorment, touchez-y pas. Fait que... Ben c'est ça, en se racontant des histoires aussi autour du territoire puis en s'y intéressant, comme tu disais, ça fait un acte de résistance. Ça nous aide à le protéger. Ouais. Puis comment tu dirais que ce livre-là s'insère dans cette espèce de focus vers le territoire que tu as amorcé avec Femme-forêt, Femme-fleuve? Ben en fait, de façon très, très naturelle, tu sais. Je pense que ce livre-là, le désir d'écrire ce livre-là est arrivé même avant Femme-forêt et avant Femme-fleuve, parce que mon apprentissage du territoire est né, comme je te le disais, des enfants, tu sais, puis donc cette nécessité-là de renouveler l'apprentissage, tu sais, c'est fou quand même qu'on n'apprenne pas ça à l'école. Moi, je trouve ça quand même incroyable qu'on n'apprenne pas à nommer ce qui nous entoure, les arbres, le nom des arbres, le nom des plantes, des fleurs. Donc l'élan premier, quand on est sorti de la pandémie, moi, c'était de faire un livre dédié aux enfants, mais aussi à leurs parents. En fait, ce livre-là est dédié à tout le monde, mais je trouve que je trouvais ça important qu'il soit accessible pour les enfants. Parce que je me dis que c'est quand même eux, là, le monde de demain. Fait qu'eux autres, si on leur donne ces outils-là, ils partent avec un petit pas en plus. Ben puis, oui. Après ça, c'est ça. En discutant avec mon éditrice, elle dit, je pense que, tu sais, oui, tu vas faire un livre Nos fleurs pour les enfants, mais il y a quand même d'autres choses à raconter autour de cette rencontre-là avec le territoire. Donc j'ai écrit Femme-forêt, mais tout ça est vraiment relié, là, tu sais. Il y a vraiment un désir de redonner aux mots une espèce de puissance
participative. Puis je pense que c'est ça, quand moi j'ai besoin de participer au monde, puis c'est sûr que la catastrophe climatique m'accable. Donc, c'est aussi une façon d'être en action, en réaction, en fait, puis en résistance, comme on disait, par rapport à cette situation-là. C'est ma façon d'être utile, en fait. Là. Oui. Fait que ça fait longtemps que tu veux le faire, ce livre-là. Avant même Femme Forêt. Oui. C'est fou, ça. Oui. Ça a mijoté. Ça a mijoté, puis aussi, Mathilde, c'est une vraie artiste, dans le sens où c'est pas des dessins qui sont faits à l'ordinateur, là, tu sais, c'est des dessins faits à la main, un à un, hyper inspirés, hyper délicats. Donc, il y a eu aussi le temps nécessaire pour dessiner tous ces dessins. Comment ça s'est fait, justement, le travail avec Mathilde, puis la relation entre les textes puis le dessin? Mais c'est intéressant parce que, habituellement, les textes sont écrits en premier dans un livre comme ça où un auteur collabore avec une illustratrice. Puis, mais là, nous, on a fonctionné à l'inverse. Donc, les dessins ont été faits avant. Puis moi, j'avais évidemment des élans de textes, des élans de fleurs desquels je voulais vraiment parler. Puis on s'est vraiment rencontrés comme au milieu du pont, là, les deux. On avait vraiment la même vision puis le même élan pour les mêmes fleurs. Puis les personnages qu'elle avait dessinés, j'avais vraiment des portes d'entrée narratives là, pour pouvoir les raconter comme ça. Donc ça s'est vraiment bien fait. Oui, fait que ça s'est fait ensemble, en symbiose, plutôt que... par étapes. Oui, oui. C'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, je trouve. Peut-être qu'il y a un peu de magie dans tout ça, là. Ben oui, de la magie des fleurs. Oui, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu espères que les gens qui lisent ton livre vont en ressortir? Pas nécessairement en apprendre, mais qu'est-ce que tu souhaites éveiller chez eux avec ça? Ben en fait, un des plus beaux compliments que j'ai eu qui me fait vraiment plaisir, c'est que ça devient une célébration très accessible, en fait. Tu sais, il y a des enfants qui se mettent à chanter le nom des fleurs, ça, comme on dévalerait un collier de nouvelles chums, nouvelles amies. Tu sais, c'est vraiment comme... C'est parce qu'à partir du moment où tu nommes, je l'ai dit, mais je le répète parce que je trouve ça c'est vraiment ça le moteur principal. À partir du moment où tu sais nommer, ça existe pour toujours. Et donc, ça va faire partie de l'éventail de ce qui t'entoure, puis même pour les gens qui rencontrent le livre, ça va faire partie d'eux, en fait. Donc, tu sais, c'est à la fois pour les lecteurs, je pense qu'on devient plus riche quand on connaît ces fleurs-là. Puis je pense que pour le territoire, par ricochet, je pense qu'il va se sentir un petit peu plus protégé si on le connaît mieux, là. Ben oui. Puis justement, tu mets à la fin la formule pour des bombes de semences. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Oui, parce que en fait, c'est ça. Je te parle de résister par le pouvoir de nommer puis donc de protéger, mais c'est pas un livre que je voulais juste dans la douceur et la poésie. Ouais. J'avais aussi envie d'une résistance plus active. Puis il y a vraiment un courant mondial en ce moment, beaucoup porté par des femmes, qui fabriquent donc des bombes de semences. C'est assez facile à faire. Là, je donne la recette à la fin du livre. Tu mêles des graines de fleurs à de l'argile. Puis, dans le fond, tu vas te promener en ville, seul ou en gang. Puis, tu lances tes petites bombes relativement inoffensives, mais en même temps qui ont des résultats très, très concrets, dans les terrains vagues, dans les cours d'école, dans les craques de béton. Puis les graines vont faire leur chemin, vont faire leur vie, puis vont se semer d'elles-mêmes. Puis là, vont pousser des nouvelles fleurs là, où c'était gris et bétonné. Donc, mais puis c'est pas moi qui ai inventé ça, là, ça existe, puis c'est accessible comme résistance poétique, puis c'est mondial maintenant. Il y a de plus en plus de personnes qui le font. Wow, ben c'est une belle forme de résistance aussi, là, c'est... tout passif et doux, mais en même temps... C'est pas passif. Non, c'est un vrai geste, là. Faut être culotté pour aller garrocher sa bombe dans un terrain vague, mais effectivement, c'est doux, puis c'est joyeux. C'est non violent. Je pense que c'est plus ça que je cherchais que le passif. Mais oui, ça fait beau. Puis l'image des fleurs qui poussent dans les craques de l'asphalte, c'est vraiment une belle image aussi. Là. Puis, fait que ça passe comme à travers l'argile, les graines, et... Oui, bien en fait, c'est ça. L'argile, ça va être comme de la pâte à modeler. Ça va tenir les graines, puis elle va se décomposer à la pluie puis au temps, l'argile. Fait que les graines vont rester, puis elles vont s'étendre puis se semer d'elles-mêmes. C'est beau. Oui, c'est beau. Ouais. Ah, mais c'est le fun parce que le livre donne envie qu'il y ait plus de fleurs. Puis à la fin, tu donnes une solution concrète pour être actif dans tout ça. C'est ça. Je sais qu'il y a des profs qui m'ont dit qu'ils étudieraient le livre en classe puis qu'ils feraient une activité de bombe de semences avec leurs élèves.
Je trouve que c'est une bonne idée. Ben oui, c'est tellement une bonne idée. Puis dans la cour de l'école, directement. Là. Ouais. Puis, pour terminer, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui cherche à commencer à plus s'intéresser au territoire puis à la nature qui nous entoure, mais qui sait comme pas trop par où commencer? Ben c'est sûr que de le fréquenter, c'est vraiment le premier conseil, tu sais, dans le sens où je pense pas qu'on se met à se rapprocher du territoire ni par les livres, là, c'est paradoxal que je dise ça, mais ni par les écrans, ni par... On commence pas par apprendre un territoire en lisant ou en regardant un écran. Je pense que en premier, c'est d'aller le marcher, c'est de le rencontrer, de le sentir, de le regarder, de le rencontrer avec ses sens, en fait. Puis là, à partir du moment où on est touché sensuellement, là, on peut peut-être focusser sur ce qui nous touche le plus, tu sais. Ce qui sent bon, ce qui sent l'ananas, par exemple. ou ce qu'on trouve beau, tu sais, c'est ça. Puis là, je pense qu'on apprend beaucoup mieux à partir du moment où on est touché. Je pense la tête est plus active quand on est touché par un élément, tu sais. Mais oui, vraiment. Puis, pour terminer, pour vrai, je suis curieuse d'avoir peut-être 2 ou 3 petites autres histoires de fleurs que tu pourrais nous dire en rafale, mettons, comme celle des gilets de sauvetage faites en asclépiade. J'aime beaucoup l'histoire du myosotis parce que c'est une petite fleur très, 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 très jolie qui me touche beaucoup. D'abord, myosotis, en anglais, en espagnol et en allemand, ça veut dire ne m'oublie pas. C'est forget me not en anglais, no me olvides en espagnol. Bon, je ne le dirai pas en allemand, mais je ne m'inscrirai pas. Mais ça, c'est pour l'histoire, pour la mythologie, c'est que il y avait un amoureux qui revenait de la guerre. Il était tout pogné dans sa carcasse d'armure. Puis, il cueillait des fleurs pour sa blonde, sa bien-aimée. Puis en fait, il est tombé dans la rivière, le courant l'a emporté. Puis pour dire à sa blonde qui délaissait de ne pas l'oublier, il a garoché le petit bouquet de myosotis qui s'est parsemé sur le sol à côté de lui. Puis depuis, donc ça, c'est pour l'histoire, mais depuis, ça s'appelle, c'est ça, des Forget Me Not. Je trouve que c'est une belle histoire, là. Ça, c'est une des histoires. Puis en plus, tu le dis dans le livre, c'est qu'elles sont toutes petites. Oui, elles sont minuscules. C'est vraiment délicat. C'est comme si elle criait « Ne m'oubliez pas ». Oui, c'est ça, parce qu'elles sont faciles à piétiner, tu sais. Il y a le plantain. Ça, c'est une fleur qu'on regarde très peu, elle est très, très banale. Elle a des fleurs, des feuilles rondes, un peu comme une langue, mais en fait, ça vient de la plante des pieds. En fait, c'est les Autochtones qui ont nommé cette plante-là après avoir remarqué que les colons semaient des graines, c'est une plante exportée, les colons semaient des graines sous leur passage, puis les Autochtones, pour pouvoir pister les colons, suivaient cette petite plante qui poussait derrière le passage des colons. Donc, ça a la forme d'une plante de pied. Puis c'est une plante un peu... c'est ça, quand on la reconnaît, on se met à l'aimer beaucoup. Elle est très, très discrète, mais elle peut soigner plein de choses. Quand tu t'es fait piquer, par exemple, tu cueilles la feuille, tu la mâches un peu, puis l'espèce de sève qui sort, tu peux la mettre par-dessus la piqûre, puis ça soigne automatiquement la brûlure, là, tu sais. Ah ouais! Mais c'est un des usages. Mais après, je peux partir sur chaque fleur, là. Oui, c'est ça. T'as écrit un livre, justement, là-dessus. Bien, justement, ton livre est disponible en librairie si les gens sont intéressés à le lire, en apprendre plus sur ces fleurs-là. C'était un échange vraiment intéressant, enrichissant. J'aurais pu continuer à écouter tes histoires de fleurs pendant longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette discussion, partagez l'épisode et abonnez-vous pour plus de conversations éclairantes et d'histoires extraordinaires. C'était Sarah Buzel pour Dehors par Urbania. Revenez-nous très bientôt. C'était un balado Urbania. Abonnez-vous donc.